Le pouvoir ne se demande pas, il s'exige et se prend. Humans, by our nature, we want power. We think of power as some sort of dark force out there. The feeling that you have from a very early age that you have no power warps, it makes you neurotic, drives you absolutely crazy. You want the feeling that you have control over your destiny, over your circumstances. That's the formula, that's the definition that I give of power. Right. We are fascinated by it, it's just we don't want to admit it. The book is an expose of what happens in every single human environment. These are the power games that are played in Hollywood, in business, in politics, in the arts, in sports, etc. You may not like them, but you're going to want to know about it because people use it all the time. These are the laws that happen behind closed doors in all of these different arenas. You'll be able to know how to handle that knowledge in a good way. Les 48 lois du pouvoir, combien en maîtrisez-vous? Personne ne réclame à avoir moins de pouvoir dans sa vie. Ne me dites pas le contraire. Dans cette vidéo spéciale, vous allez pouvoir tester votre degré de pouvoir à travers ce qui est peut-être l'un des livres les plus dangereux de tous les temps s'il est entre de mauvaises mains. Power de Robert Greene. Vous allez y connaître vos forces mais aussi vos vices cachés, des vices que vous ignoriez peut-être sur vous-même. Mais sachez qu'après avoir entendu toutes ces lois violentes de vérité, certaines salvatrices, certaines peu éthiques et parfois même cruelles, il y a des chances que vous ne vous regardiez plus en face de la même manière après cette vidéo. Bienvenue sur Goms Expérimente, la chaîne qui vous fait voyager à travers les âges, les pays et les époques par le développement personnel. Et sans plus attendre, let's Goms. Nous sommes le 14 mai 1959 à Los Angeles, États-Unis d'Amérique. Dans cette ville où se mêlent rêve américain, rêve de gloire, ambition et carriérisme, naîtra un homme dont le pouvoir et l'influence dépassent les frontières d'un pays. Robert Greene est un auteur américain et 6 fois best-seller international. Il grandit dans une famille au niveau de vie plutôt normal et issu de l'immigration. Bien qu'il soit considéré comme un gamin tête en l'air, perdu et considéré comme un élément bizarre par ses camarades de classe, son parcours scolaire est peu parsemé d'embûches. Il affectionne depuis sa plus tendre enfance la lecture des livres d'histoire, de guerre et de sport. En bref, tout ce qui a trait à la conquête concrète ou symbolique du pouvoir et au dépassement de soi. La moitié concerne le sujet de la guerre. C'est cet amour du savoir qui le gardera en vie et qui lui permettra de surmonter son décalage vis-à-vis des autres. Il entreprend un parcours universitaire clean, des études de lettres à l'université Berkeley en Californie, avant d'obtenir son diplôme à l'université du Wisconsin. C'est au moment d'entrer dans la vie active que tout se complique pour Robert Greene. Il accumule au total entre 80 et 85 jobs différents, notamment dans les domaines de la construction, de la traduction, en tant qu'éditeur de magazines et écrivain de scénarios pour Hollywood. Et un jour vient l'illumination. Alors qu'il travaillait en tant qu'écrivain pour l'organisme Fabrica, école d'art et de design, il rencontre un éditeur hollandais nommé Joost Heifers. Robert Greene est alors missionné d'écrire un pitch de livre sur le pouvoir. Si celui-ci convient au Hollandais, ce dernier lui financera pendant 1 an le couvert et le logis pour séjourner en Italie, de faire éditer son livre et le vendre. C'est ainsi que sortira le best-seller 48 lois du pouvoir en 1998. Il y avait au départ 72 lois, mais 24 d'entre elles ont été intégrées à d'autres par souci de simplicité. Du moins c'est ce qu'on raconte. Car peut-être que certaines d'entre elles ne seraient juste pas passées auprès du public, car allant beaucoup trop loin dans leur degré de machiavélisme. Cependant, la thèse qu'elles ont été intégrées dans l'ombre et le secret aux 48 lois du pouvoir initial est celle qui prévaut au vu de certains des récits accablants auxquels vous allez assister plus tard, en temps voulu dans cette vidéo. Car comment un livre qui a été lu et soutenu par bon nombre des plus éminentes personnalités et hommes de pouvoir, de toute discipline, aurait pu être soutenu à l'unisson, s'il n'était pas frappant de vérités gênantes mais vraies. Mais ne nous éternisons pas et penchons-nous sans plus tarder dans le contenu détaillé de ce qui est l'un des ouvrages les plus dangereux de tous les temps, s'il est entre de mauvaises mains. Power, les 48 lois du pouvoir. Il est parfois dans ce monde dangereux de paraître avide et ambitieux. Une chose bien encore pire, c'est d'avoir le sentiment de n'avoir aucun pouvoir sur son environnement. Difficilement supportable. Ceux qui prétendent ne pas s'intéresser au pouvoir sont peut-être les personnes les plus dangereuses par leur hypocrisie. Une face vers l'avenir, une face vers le passé. Power est un manuel de l'art de biaiser fondé sur les écrits de personnes de pouvoir sur plus de 3000 ans d'histoire. Pour chaque loi du pouvoir, il existe un exemple historique de son respect.
mais aussi un exemple de sa violation qui a provoqué la chute ou le déclin d'un homme de pouvoir connu. Et je vous raconterai certaines de ces histoires. Pour simplifier la compréhension, j'ai classé pour vous les 48 lois du pouvoir en 3 catégories. Les lois du pouvoir social et relationnel, les lois du pouvoir les plus dangereuses, et enfin les lois du pouvoir qui vous sauveront la vie. Il est fortement recommandé de les consulter dans l'ordre pour vous tester et savoir combien vous en maîtrisez. Et ne croyez pas à travers le visionnage de cette vidéo que vous vous abaissez en devenant un manipulateur sournois. La vie est une comédie. Attention, car vous pourriez facilement vous prendre à ce jeu dangereux. Les lois du pouvoir relationnel et social. Ne brillez jamais plus que le maître. Ceux qui sont au-dessus de vous doivent toujours se sentir largement supérieurs. Dans votre désir de leur plaire et de les impressionner, ne vous laissez pas entraîner à faire trop étalage de vos talents. Vous pourriez le regretter. Le 17 août 1661, Nicolas Fouquet, surintendant des finances au début du règne du roi Louis XIV, extravagant dépensier, aimant les femmes, généreux et aimant les fêtes somptueuses et la poésie, a, pour fêter la construction de son nouveau château à Vaux-le-Vicomte, décidé d'organiser un somptueux banquet pour revenir dans les faveurs du roi, qui voyait déjà en lui des qualités un peu trop brillantes et qui songeait déjà à l'écarter d'un poste de pouvoir qui pourrait trop le mettre en avant. Et l'on s'interroge sur les aspirations de ce prince sportif et moderne. À cet événement, tous les représentants de la noblesse d'Europe et quelques-uns des plus grands esprits de l'époque, La Fontaine, La Rochefoucauld, Madame de Sévigné, avaient été conviés. Banquet à 7 services, multiples aliments venus d'Orient, tout y était. Après le dîner, on marcha dans les jardins du château au son des feux d'artifice. Un orchestre déchaîné enchaîna les morceaux pour honorer Louis XIV, le roi Soleil. À la tête du cortège, Nicolas Fouquet, qui tient le roi par la main, un peu trop. Pour finir sur une pièce somptueuse de Molière présentée par Molière lui-même, qui était bien sûr invité. La fête se prolongea fort tard la nuit, jusqu'à la nuit blanche, et fut considérée comme l'événement le plus incroyable jamais vu dans la France de la monarchie. Quelques jours après, Fouquet fut arrêté par le chef des mousquetaires du roi, D'Artagnan, et 3 mois plus tard, accusé d'avoir détourné l'argent de l'État. Argent qui avait pourtant été versé par le roi Louis XIV lui-même. Cela alla jusqu'à la confiscation de tous ses biens et au bannissement hors du royaume. Et ce dernier mourut seul et dans l'isolement le plus total. Voilà, vous verrez qu'à la fin de chaque description de loi, vous aurez ce qu'on appelle les clés du pouvoir. Pour apprendre à maîtriser cette loi, c'est d'apprendre à faire preuve de discrétion et d'humilité, surtout avec vos supérieurs hiérarchiques. Surtout interpréter cette loi en fonction de votre vécu, votre vie actuelle, votre contexte social, etc. etc. Vous avez compris l'idée et vous le comprendrez parfaitement tout au long des 48 exemples de loi. Beaucoup de choses dépendent de la réputation. Protégez-la comme votre propre vie. La réputation est la pierre angulaire du pouvoir. C'est la seule et l'unique qui peut vous permettre d'impressionner et surtout de gagner en statut, en société. Soyez vigilants et déjouez les attaques avant qu'elles ne se produisent. Et apprenez aussi à détruire vos ennemis en détruisant leur propre réputation. Facile à comprendre celle-ci. Nous sommes dans une société où l'on prend des raccourcis psychologiques. Les apparences sont un peu le baromètre de quasiment toutes les interactions et en général on n'a vraiment pas le temps d'approfondir vraiment. En gros, quand vous avez une bonne réputation, vous arrivez à créer un effet boule de neige et avoir un succès terrible. Ici en gros, l'auteur Robert Greene propose une technique imparable qui s'appelle calomnier l'ennemi. En gros, l'idée c'est de répandre une rumeur négative sur quelqu'un que tu connais pas. S'il se défend, il perd. S'il ne dit rien, il perd aussi puisqu'il ne défendra pas sa réputation. Après, il faut savoir un truc, c'est que pour chaque loi du pouvoir, il y a une rubrique qui s'appelle « a contrario ». En gros, un cas de figure dans lequel il faut vraiment pas l'appliquer. Et là, le « a contrario » pour cette loi, c'est de ne pas être trop piquant avec vos adversaires et surtout de les attaquer en toute subtilité. Et vous alors, elle est bien votre réputation globalement? Si oui, vous maîtrisez cette loi, vous pouvez vous rajouter un point. Recherchez l'attention à tout prix. Ce qui n'est pas visible ne compte pas. Ne vous laissez jamais noyer dans la foule ni sombrer dans l'oubli. Soyez l'élément qui attire les regards. Alors là, en gros, il y a 2 techniques pour y arriver. C'est d'associer votre nom à la sensation et au scandale. L'autre, c'est voilez-vous de mystère. Pour vous la faire courte, et si je dois traduire en langage simple, ayez du buzz à tout prix, même si c'est du bad buzz. On s'en fout. Créez-vous une marque de fabrique, un signe distinctif, un truc qui fait qu'on vous reconnaîtra à coup sûr. Selon l'auteur, mieux vaut être mal vu, mais rien de pire que d'être ignoré. Je pense que vous commencez à piger le truc, et là c'est le moment où vous commencez à réaliser qu'à un certain degré, maîtriser et appliquer certaines lois n'est pas forcément bon signe, et peut en dire long sur vous et votre degré de narcissisme. Alors, vous la maîtrisez cette loi? La contagion. Évitez le malheureux et le malchanceux. On peut parfois mourir du malheur d'autrui dans le bien comme dans le mal. Les états d'âme des gens sont contagieux. En voulant aider celui qui se noie, on finit parfois par se noyer soi-même. Les malchanceux attirent l'adversité sur eux-mêmes. Et aussi peut-être sur vous, qui sait.
En 1840, une jeune femme du nom de Marie Gilbert vint à Paris dans le but de faire fortune en qualité de danseuse et d'artiste. Elle prit le nom de scène que vous connaissez sûrement, Lola Montez. Petit à petit, les années passaient et elle commença à vendre ses charmes aux plus offrants. Elle attirait les hommes par des stratagèmes de recherche d'attention, mais son pouvoir allait sur eux bien au-delà de la séduction. Lola Montez exerçait une influence magnétique sur eux, jusqu'à les rendre fous amoureux et accros. Le problème, c'est que Lola Montez, d'un milieu modeste et difficile, hérite de problèmes de stabilité et passe d'un amant à l'autre. Des personnalités imminentes y sont passées, comme par exemple Louis de Bavière, alias Louis II, et perdirent beaucoup d'énergie à vouloir réparer ce qui ne peut l'être, se faisant ainsi happer par les problèmes névrotiques et existentiels de la courtisane. Voilà en gros, ce caractère contagieux n'est pas exclusivement celui des femmes, c'est le propre de tous ceux qui ont une instabilité intérieure acquise par leur entourage, attirant de manière générale et frénétique les problèmes. La morale de l'histoire est que l'on peut passer une vie entière à essayer de comprendre ces personnes, mais qu'on risque d'y laisser des plumes, et qu'à la place, mieux vaut s'en éloigner à tout prix. Et courir le plus vite possible. Quand vous demandez de l'aide, faites appel à l'intérêt des autres. Quand l'empire mongol envahit la Chine au XIIe siècle, un homme terrible régnait sans partage et sans merci depuis des années. L'empereur Genghis Khan. Après avoir gagné la guerre, celui-ci voyait le territoire chinois comme un pâturage pour ses chevaux, et décida alors de ravager le pays, de raser toutes les villes. Le mec était quand même surpuissant. Dans l'histoire, la Chine, elle a toujours pesé dans le game. Il débarque comme ça. Ce n'est ni un général ni un soldat qui sauva la Chine de la dévastation, mais un homme de confiance de Genghis Khan qui était amoureux de la culture chinoise. Bon, évidemment, il l'a pas convaincu comme ça, avec cet argument. Non, il l'a plutôt convaincu avec un argument très malin. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi à faire épargner le peuple chinois en avançant l'argument que si on les laisse vivre, les habitants chinois pourraient payer des taxes régulières qui pourraient enrichir l'empire mongol. C'est logique. Et en travaillant pour eux, il pourrait continuer d'exploiter certaines ressources naturelles. Et qu'en plus, il avait pas mal d'artisans et d'ingénieurs qui pourraient être utilisés à bon escient. C'est comme ça que ce fameux homme de confiance, nommé Yilu Chukai, dit d'une pierre deux coups en sauvant une nation qu'il aimait et en servant les intérêts de son maître. Ingénieux. Utilisez l'absence pour augmenter le niveau de respect et d'honneur. Plus on se fait entendre, plus on se fait voir, et plus on semble ordinaire. Éloignez-vous un certain temps et on parlera de vous davantage. En gros, c'est la loi de l'offre et la demande. Je pense qu'on est tous tombés là-dedans un jour ou l'autre en convoitant un produit, un objet de consommation, ou même quelqu'un. C'est une des lois qui est les plus appliquées dans le domaine des rencontres et du flirt amoureux, par exemple. On a aussi, du coup, avec ça, le fameux « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis », etc., etc. Évidemment, la loi s'applique seulement si l'environnement dans lequel vous souhaitez vous faire désirer vous considère déjà comme un élément de valeur ou a déjà un intérêt pour vous. Et ça a dû déjà vous arriver au moins une fois, vous pouvez vous donner un point. Allez, tout le monde un point. Tout le monde un point. Gardez le suspense et cultivez un air d'imprévisibilité. Quand vous ne surprenez plus personne, vous donnez aux autres l'impression qu'ils vous ont percé à jour. Renversez la situation. Soyez délibérément imprévisible. Cette stratégie peut même intimider, voire même terroriser. Bon, en vrai, cette loi, j'aurais pu la mettre dans n'importe quelle catégorie. Je trouve qu'elle est plutôt dure à classifier et même à maîtriser de manière générale. Être un joueur d'échecs pour réussir ces trucs-là. Et oui, en effet, ça a été le cas du champion du monde d'échecs Bobby Fischer en mai 1972 lors d'une compétition en Islande. Bobby Fischer devait affronter son adversaire et rival, qui d'ailleurs lui avait mis branlé sur branlé lors des précédentes rencontres. Cette fois, il en eut marre. Il a tout fait pour l'emporter. Il est arrivé en retard. Il a joué des coups bizarres. Il avait une attitude bizarre. Tout était bizarre. Il a fait semblant de perdre les 2 premières parties et à partir de là, il a commencé à jouer agressif. Cela a beaucoup intimidé son rival, Spassky, qui a perdu pied, finit par déclarer forfait au bout de quelques parties, non sans difficulté. Il a d'ailleurs tellement ragé qu'il en a carrément plaidé la sorcellerie. On avait drogué son jus d'orange, et que peut-être même il y avait des gaz toxiques qui étaient diffusés dans les voies d'aération de la salle de jeu. Une enquête a eu lieu, la salle fut passée au rayon X, rien. Et 2 cadavres de mouches aussi qui ont été retrouvés dans l'éclairage de la salle. C'est écrit dedans, c'est écrit. Finalement, Spassky plaida l'hallucination personnelle, tenta de persévérer dans la bataille et déclara forfait le 2 septembre 1972. Il ne se remettra jamais de cette défaite. Ne construisez pas de forteresse pour vous protéger. Le monde est une jungle où les ennemis sont partout. Vous le saviez ça déjà. Une forteresse semble le lieu le plus sûr, mais l'isolement peut être assez dangereux. D'une part, il vous prive d'informations importantes sur ce qui se passe dans le monde extérieur. D'autre part, en vous isolant, vous devenez l'objet de tous les soupçons. Une cible facile. Je vous avais déjà parlé de Louis XIV déjà ?
Ouais, il revient pas mal de fois dans les exemples positifs des 48 lois du pouvoir. Vous voyez le château de Versailles? C'était le plus gros instrument de contrôle et de pouvoir de Louis XIV, parce que ça lui permettait d'avoir un œil sur toute la cour, une oreille sur tous les ragots et les éventuels complots qui pouvaient se tramer contre lui, et de serrer de la meuf à volonté. Non seulement les deux premiers. Quoique, en gros, tous ceux qui n'étaient pas assez présents dans la cour du roi étaient écartés de tous les postes de pouvoir, et le roi Soleil cessait de leur donner la moindre considération. Et plus ils étaient présents, évidemment, plus il leur donnait des privilèges, plus il pouvait les contrôler. Par contre, lui, c'était un crevard, hein. Il lâchait pas une seule info. À chaque fois qu'on lui posait des questions d'ordre administratif, il répondait « Je verrai ». Ce qui avait le don de pas mal déstabiliser ses interlocuteurs. Il a en fait renoncé à toute intimité pour garder le contrôle, tout en restant le centre de l'attention. C'est un coup de génie, d'où son surnom de Roi Soleil, puisque toute la cour tournait autour de lui. Son règne a été le siège et le havre d'une époque de paix civile et de tranquillité jamais connue sur le royaume de France. Une excellente citation de Robert Greene vient souligner ce fait. Dans un poste de pouvoir, toutes les activités doivent tourner autour de vous, car votre isolement vous rendra paranoïaque. Votre paranoïa précédera la défaite précédera votre mort. Sachez toujours à qui vous avez affaire. Certaines personnes, lorsqu'elles sont trompées ou offensées, passent le reste de leur vie à crier vengeance et à vous traquer. Ce sont des loups déguisés en agneaux. Choisissez soigneusement à qui vous vous attaquez, ne malmenez pas n'importe qui. Voici 5 profils parmi les personnes les plus dangereuses et difficiles avec lesquelles vous pourrez dealer dans ce genre de situation. L'arrogant. Démesuré, il vous tiendra rigueur de tous vos propos à tout moment. Même s'il était bourré à une soirée, il s'en souviendra et vous le fera payer d'une manière ou d'une autre. L'hésitant chronique. C'est une personne indécise qui n'a aucune confiance en elle, rancunière, ruminant longuement dans son coin, avant de vous servir des comportements passifs-agressifs. Il est cependant plus difficile à démasquer et à prendre sur le vif. Le soupçonneux. Le soupçonneux est le paranoïaque suprême. Il voit tout le monde comme potentiel ennemi, et surtout voit chez tout le monde ce qu'il veut voir, ce qui l'arrange. Cependant, lorsqu'il est déstabilisé, il est plutôt facile à tromper et à distraire. Mais si vous êtes sa cible, méfiez-vous. Vous voyez Joseph Staline? Bah lui, c'était ça. Le serpent a mémoire d'éléphant. Quand vous le blessez, il restera calme dans l'immédiat, mais calculera méthodiquement sa revanche et la prendra avec sang-froid. Il calcule et attend, perspicace mais froid et impénétrable. La brute candide est bête. Ça paraît tentant d'arnaquer un con, hein. Faute grave. Erreur. Bah oui, pour tomber dans un piège, faut être intelligent un minimum. Le problème, c'est que lui, il est totalement con. Vous perdrez donc beaucoup de temps et d'énergie à vouloir le berner, parce qu'il n'aura rien compris. Il n'y a aucune exception à cette règle. Jouez à l'idiot pour attraper un idiot. Personne n'aime avoir l'air plus bête que son voisin. Utilisez donc ce stratagème et faites en sorte que la personne que vous visez se croit intelligent, et surtout plus intelligent que vous. Une fois convaincus, ils ne chercheront pas plus loin et ne se méfieront plus de vos agissements. Là, je sais pas quoi dire de plus, hein. C'est clair comme de l'eau de roche. J'ai quand même une citation sympa que je vous ai dénichée. Le meilleur des savoirs consiste à faire semblant de ne rien savoir. Révéler toute l'étendue de votre intelligence ne rapporte pas grand-chose. Et celui qui remarquera votre vraie intelligence en appréciera davantage votre discrétion. A contrario, cette stratégie est particulièrement utile dans le cas inverse pour masquer une supercherie. En l'occurrence, quand justement vous êtes dans une situation où vous ne savez pas et ne maîtrisez pas le sujet. Jouez le courtisan parfait. De tout temps, le courtisan a été un être qui évolue dans un monde où tout tourne autour du pouvoir et du jeu politique. Il doit maîtriser l'art du flou, flatter et s'abaisser devant les grands, en exerçant son pouvoir sur les autres de manière aussi discrète que courtoise. Apprenez à appliquer les lois de la cour, et votre charme n'aura plus aucune limite. Voici 15 conseils très rapides pour être un parfait courtisan. Voici les lois de la politique de la cour. Évitez l'ostentation. Évidemment, jouer les m'as-tu vu, ça ne paye jamais. Pratiquez la nonchalance. Ayez l'air naturel tout le temps. Ne flattez pas trop souvent pour ne pas trop passer pour un suceur. Arrangez-vous pour être remarqué. Modulez votre style et votre langage en fonction de votre interlocuteur. Ne soyez jamais le messager des mauvaises nouvelles. Ne faites jamais preuve de familiarité avec vos supérieurs. Ne critiquez jamais vos supérieurs directs. Demandez rarement des faveurs à vos supérieurs. Ouais, il y a beaucoup de trucs sur les supérieurs. Ne plaisantez jamais sur le physique ni sur le goût de quiconque. Sachez vous juger avant même que les autres ne le fassent. Gardez votre sang-froid en toutes circonstances. Ne soyez pas cynique. Soyez dans l'air du temps. Soyez source de plaisir. Et un dernier bonus, celui-là, il est de moi, il est pour moi. Ne parlez jamais, mais jamais, de politique. Parce que c'est notre projet! Faites en sorte que vos réussites aient l'air sans effort. Vos actes doivent paraître naturels et exécutés avec aisance. Cachez la sueur et le sang que cela vous a coûté. On ne peut pas voir ça, on s'en fout. Et taisez les trouvailles géniales qui vous ont simplifié la tâche.
Donnez l'impression d'agir toujours en souplesse, comme si vous pouviez en faire beaucoup plus. Si vous transpirez trop, les gens se poseront des questions. Quant à vos astuces, on pourrait les utiliser à votre désavantage. Un soir de 1904, le magnifique et grand prestidigitateur Harry Houdini organise une série de spectacles nommés L'Impossible réalisé, où il réalise des tours plus surprenants les uns que les autres, mettant en scène des situations dangereuses dans lesquelles il ne semble pas y avoir d'issue. Se libérer d'une paire de menottes inviolables, être enfermé dans une camisole, se sortir d'une carcasse de baleine, sortir d'un aquarium fermé et rempli d'eau, faire disparaître un éléphant de 5 tonnes devant une salle comble, remplie d'un public ébahi. Tous ces tours sont réalisés par une seule et unique personne, le magnifique Harry Houdini. Ouais mon pote. Cependant, un matin de 1904 de la même année, son rival Engelberto Clepini le défie en duel sur le tour de magie des menottes. Les règles sont simples. Chacun des magiciens choisit une paire de menottes pour son adversaire et le premier à s'en libérer aura gagné. Bien évidemment, magie oblige, les lunettes sont truquées et tronquées des deux côtés. Et c'est donc au plus malin que reviendra l'initiative de la victoire. Pendant le soir du jour J, en pleine scène alors que le duel allait commencer, les deux magiciens tombent en désaccord quant aux règles de ce dernier et se mettent à se bagarrer sur scène devant tout le monde, devant un public ébahi. Quelques minutes plus tard, Harry Houdini est déclaré vainqueur. Voilà ce qui s'est passé quelques minutes plus tôt. Alors que les deux prestidigitateurs se battaient corps et âme et semblaient avoir abandonné toute idée de duel non physique, Harry Houdini profita de l'agitation et des coups pour inverser et changer le mot de passe des menottes truquées qu'il avait assigné à son adversaire et rival Clepini. Clepini, évidemment n'étant pas un sot, avait initialement trouvé la combinaison gagnante, mais l'énervement involontaire provoqué ce soir-là par Harry Houdini lui fait ce soir-là glisser la victoire entre les mains. Morale de l'histoire, tricher. C'était sûr en fait. C'était sûr. Je déconne, pas besoin d'aller jusque-là, mais dans certaines situations, apprenez à distraire vos adversaires pour que sur un coup anodin que personne n'a vu venir, vous puissiez décrocher une victoire certaine. Alors, vous en avez combien des lois jusque-là? Vous êtes à l'œil. Jouez sur les fantasmes des gens. Les gens ont tendance à souvent fuir la vérité car elle est laide et déplaisante. La vie est si dure, si angoissante que ceux qui l'enjolivent par de belles paroles et de belles histoires sont considérés comme des oasis dans le désert. Ne rappelez jamais la réalité à quelqu'un sous peine d'avoir à affronter la colère. Terrible, terrible. Alors là, c'est marrant, il y a une sorte de tableau avec des phrases de la réalité, de la vie de tous les jours, à transformer en phrases qui font fantasmer. Je vous en donne une par exemple. Réalité, le changement est lent et progressif. Fantasme, tout peut changer d'un coup de baguette magique et modifier votre destin. Réalité, la société est divisée et pleine de conflits. Fantasme, une union mystique des âmes peut créer la cohésion. Oh, la disquette. Bon voilà, en gros, tout le chapitre est consacré à ça et ce tableau et tourne autour. Par contre, faites attention, il y a quand même un gros à contrario, c'est que parfois le fantasme peut parfois être de retourner à la simplicité. J'en veux pour exemple notre ami Abraham Lincoln, pour coller à ses partisans, avait pour habitude de s'habiller plutôt sobrement, comme quelqu'un de la classe moyenne bourgeoise, et était quand même le premier homme politique et président américain à porter la barbe de la classe ouvrière. Mais c'est justement ça qui faisait rêver les gens finalement, la barbe. Hein. Soyez royal à votre propre manière et comportez-vous comme un roi pour être traité comme un roi. Le traitement qu'on vous réserve est le reflet de votre attitude. C'est parce qu'un roi se respecte qu'il inspire le respect aux autres. Montrez-vous royal et confiant dans votre pouvoir et vous apparaîtrez digne de porter la couronne. En 1492, Christophe Colomb fut financé par la couronne d'Espagne qui venait de chasser les morts après une éprouvante guerre de plusieurs années pour enfin pouvoir réaliser son rêve d'explorer le nouveau monde. Parce que lui, il appelait les Indes, c'est ça qu'il croyait. Mais il y a une chose que vous ignoriez sur notre ami Christophe Colomb, c'est qu'il n'a jamais été un noble. Pas au départ du moins. Depuis tout petit, les parents de Christophe Colomb lui ont voué et implanté dans l'esprit un destin extraordinaire. Idée qui lui est montée à la tête, au point même que lorsqu'il immigra en terre portugaise, étant de famille modeste, il parviendra tout de même à se marier à une noble et en obtenir le titre. Plus encore, quelques années plus tard, au moment d'être financé pour son voyage, il demanda d'obtenir le statut d'amiral des océans et d'obtenir une commission de 10% sur toutes les ressources qui se retrouveraient dans le Nouveau Monde. La requête de l'amiral fut acceptée, mais la requête de la commission fut refusée. Si cette dernière avait été acceptée, Christophe Colomb aurait aujourd'hui la famille la plus riche de tous les temps, bien avant les Jeff Bezos et Elon Musk. Et il a quand même réussi à obtenir le statut de noble et être aujourd'hui une figure historique marquante. En fait, Christophe Colomb, c'est un peu l'héritier du fake it till you make it. Hein. Dommage qu'il ait des Amérindiens à l'appel. Mais qui sommes-nous pour juger, hein? Qui sommes-nous? Secouer la fourmilière pour faire réagir l'ennemi. De tout temps et de toute époque, la colère est un élément stratégiquement contre-productif
Il faut toujours garder son calme et rester objectif, surtout quand il s'agit de rapports de pouvoir. En revanche, si on peut mettre son ennemi en colère tout en conservant son sang-froid, on prend. On prend. En janvier 1809, Napoléon Bonaparte aux abois quitta précipitamment l'Espagne où il menait une campagne de guerre acharnée. En effet, la rumeur court à Paris qu'une conspiration a lieu derrière son dos, menée par son ministre des Affaires étrangères Talleyrand avec la complicité du ministre de la Police Fouché. Une fois rentré au palais, Napoléon tombe, fulmine. Il cherche à leur tirer les vers du nez. Ce à quoi ils répondent avec le plus grand calme qu'ils n'ont rien à voir avec cette idée de rébellion. Pris de rage, Napoléon Bonaparte explose devant toute l'audience, sachant bien et ayant deviné que le ministre Talleyrand mentait effrontément. Mais à aucun moment, il ne put mettre à exécution ses projets d'arrestation. Méprisez toujours le repas gratuit et offert. Un adage dit que si vous ne payez pas pour un produit, c'est vous le produit. Ce dicton est on ne peut plus vrai. Ce qui a de la valeur mérite d'être payé. Une fois le juste prix acquitté, vous ne demeurez plus l'obligé de personne. Et ça, c'est crucial. Alors ce chapitre-là, il est super marrant. Robert Greene nous présente ici les 4 plus gros profils de crevards qui existent. Et c'est sûr, mais c'est sûr et certain que vous avez déjà croisé des radins de ce type, au moins une fois dans votre vie. Le requin. Il ne regarde que les chiffres. Les gens ne sont que des pions pour lui et il s'en fout totalement de leurs états d'âme. Paradoxalement, c'est la cible idéale des escrocs parce que le requin veut toujours plus. Le mesquin. Il négocie tout, se ronge en permanence sur ses finances et très souvent achète les choses au rabais. Ça se ressent sur la qualité souvent défectueuse des articles qu'il se procure. D'ailleurs, ces profils-là, c'est les spécialistes des SAV, services de remboursement, tout ça. On les voit toujours là-bas. Ils sont postés là-bas. Le sadique. Son argent lui sert à manipuler son entourage. Quand le sadique rentre dans un magasin, il pense que son achat lui permet de torturer les vendeurs avec des demandes incessantes et reloues de chez relou. D'ailleurs, quand c'est des chefs d'entreprise, les sadiques vous font souvent miroiter des prix ou des avantages qu'ils ne vous donneront jamais. Robert Greene donne un conseil pour les gérer. Laissez-leur ce que vous avez donné, ce que vous leur avez payé et achetez-vous la liberté. Perdez de l'argent et partez. Le mécène universel, bon lui c'est un peu l'inverse des 3 premiers, c'est au contraire celui qui donne à tout le monde, et même aux inconnus du coup. Mais il y a un petit problème avec ça, c'est qu'il vous pompe votre énergie. Pourquoi? Parce qu'il fait ça pour être aimé, évidemment. Au final, s'il donne à tout le monde, pourquoi vous vous sentiriez plus spécial qu'un autre? Finalement, le service rendu n'a aucune valeur. Vous allez être très vite surchargé par les insatiables besoins affectifs et son incessant besoin d'amour et d'approbation. C'est une prise d'otage. Pas de à contrario, hein. Frappez le berger et les moutons vont se disperser. Souvent dans un problème de groupe, il y a souvent un seul et unique mec qui casse les couilles. Un fauteur de troubles arrogant, sous-fifre souvent, ou récemment promu. Si vous lui laissez les moyens d'avoir une influence sur le groupe, les autres membres y succomberont comme une contagion. Neutralisez son influence en l'isolant ou en l'excluant du groupe. Un exemple très intéressant dans l'histoire est une pratique qui avait lieu dans l'ancienne Athènes du 6e siècle avant Jésus-Christ, l'ostracisme. L'ostracisme, c'est le rejet hostile par une collectivité d'un seul de ses membres. Et dans les tribunaux, ça ne rigolait pas. On faisait voter les gens. Et au bout de 6000 voix favorables, tu dégages. Dans le à contrario, il y a une citation de Machiavel. Ouais, on rentre dans le sérieux, ça rigole plus. Si vous voulez offenser un homme, il faut le faire de telle manière qu'il ne puisse jamais redouter la vengeance. Je ne vois que de la violence. Parlez au cœur et aux esprits. Vous ne pouvez pas contraindre toute votre vie les gens à vous aimer. Lâchez l'affaire. Regardez les dictateurs. Séduisez plutôt. Donnez envie d'aller dans votre sens. Misant sur les affects, et en jouant sur les craintes de chacun. Quand vous commencez à le sentir, on commence à rentrer dans le dur, dans des lois un peu plus dangereuses. C'est du borderline, mais c'est pas encore la catégorie suivante. Vers la fin du règne de Louis XV, surnommé avec mépris Louis le Dernier, la France entière avait un besoin désespéré de changement, et il vit ce changement dans la personne de Louis XVI. Le problème est que Louis XVI est marié à Marie-Antoinette, et lui et sa femme n'ont vraiment pas réussi à se faire aimer du peuple français. Marie-Antoinette était une reine venue d'Autriche qui ne se mélangeait pas, était toujours hautaine dans son attitude et ne prenait pas la peine d'aller vers son peuple. Beaucoup l'appréciaient encore jusqu'à ce qu'un scandale éclate. En 1784 éclata l'affaire du collier de la reine, révélant au peuple français l'achat d'une rivière de diamants en temps de crise, et l'ensemble de ses dépenses fut révélé au pays. Marie-Antoinette deviendra donc le bouc émissaire du peuple français. Mais toujours aucun effort ne venait de sa part. Elle ne consultait jamais les rapports de ministres et bien sûr, quand éclata la Révolution française, elle s'en mordit les doigts.
Ils n'ont plus de pain qu'ils mangent de la brioche, disait-elle avec arrogance, en faisant référence à la classe paysanne du tiers-état. Pendant qu'elle dépensait sans compter, le pays allait à sa ruine. En 1792, elle est jetée en prison avec son époux Louis XVI. L'année d'après, ce dernier est guillotiné sur la place publique. Quick. Marie-Antoinette suivra le 16 octobre 1793, sans avoir manifesté le moindre regret et aucun repentir quant à son attitude méprisante envers ce peuple, arrogante jusqu'à l'échafaud. Voilà, morale de l'histoire, apprenez à charmer et à plaire un peu aux gens, évidemment, même un peu, avec la juste dose, mais au moins faire un pas vers les gens. Aujourd'hui, c'est une attitude qu'on peut retrouver chez pas mal de stars, hommes ou femmes, qui ont pris la grosse tête et surtout qui ont pris leur public pour acquis. Mais allô quoi. En pensant que tout leur est dû. Et n'oubliez jamais une chose, sans les autres, un minimum, votre pouvoir ne tient pas debout. Désarmé et exaspéré avec l'effet miroir. Je sais pas si vous avez remarqué, puis tout à l'heure je vous donne des titres un peu différents de ce que vous voyez à l'écran. C'est normal parce qu'en fait je vous donne les titres de la version originale. La VF est pas toujours bien traduite et du coup ça vous permet de comprendre vraiment le message principal de chaque loi. Abonnez-vous. Un miroir reflète la réalité, c'est aussi l'outil par excellence de l'illusionniste. Lorsque vous faites le miroir de vos ennemis en mimant leurs moindres faits et gestes, cela les égare. Cela peut aussi avoir pour effet de les séduire en leur donnant l'illusion que vous partagez les mêmes valeurs. Là est tout le vice de cette loi. Voilà, ça va devenir chaud parce qu'il n'y aura que des lois comme ça maintenant. Vous le voulez, votre point ou pas? N'apparaissez jamais trop parfait. Ça, c'est la bosse finale des lois relationnelles et sociales, donc soyez bien attentifs à celle-ci. Paraître mieux que tout le monde est toujours périlleux, mais le pire est de sembler n'avoir ni défaut ni faiblesse. La jalousie fabrique des ennemis silencieux. Il est avisé d'exhiber quelques défauts de temps en temps, d'avouer de petits vices sans conséquence afin de désamorcer l'envie et de paraître plus humain. Seuls les morts et les dieux sont impunément parfaits. Voilà, je pense que là, la définition se suffit en elle-même et qu'en plus, elle rejoint la toute première loi que j'ai énoncée, ainsi la boucle est bouclée. Voilà pour cette petite mise en bouche. Nous allons maintenant passer aux lois du pouvoir qui sont réellement dangereuses. Attention, ça devient dark. Allez coucher les enfants. Ces lois dangereuses peuvent néanmoins drastiquement changer votre vie pour le meilleur ou pour le pire. Petit avertissement avant d'entrer dans cette section. L'énoncé des principes qui vont suivre vise seulement à décrire des réalités relatives au jeu de pouvoir dans les comportements humains et ne cherche en aucun cas à promouvoir la violence quelle qu'elle soit, physique ou psychologique. L'application de ces principes pourra certes vous apporter plus de pouvoir dans votre vie, mais en revanche sérieusement endommager vos relations personnelles et professionnelles. Ne jamais mettre trop de confiance dans vos amis. Apprenez plutôt à utiliser vos ennemis. Une thèse du livre stipule que vos amis pourraient beaucoup plus facilement vous trahir par jalousie et par envie. D'autres pourraient devenir complètement tyranniques, là où un ancien ennemi que vous engagez sera plus loyal qu'un ami parce qu'il devra faire ses preuves. Si vous n'avez pas d'ennemis, trouvez le moyen de vous en faire. Le risque de cette loi et le danger encouru sont évidemment la rancœur des personnes avec qui vous avez collaboré, amis ou ennemis. Amis parce que vous les aurez laissés de côté et ennemis par pur esprit de vengeance. Emmenez les autres à faire le travail pour vous, mais prenez-en tout le crédit. Ne faites jamais ce que les autres peuvent faire à votre place. Utilisez la sagesse, le savoir et le travail des autres pour faire avancer votre propre cause. Non seulement vous fera gagner une énergie et un temps précieux, et vous conférera une aura quasi divine d'efficacité et de diligence. À la fois vos collaborateurs seront oubliés, et on ne se rappellera que de vous. Dans les années 1830, un jeune savant du nom de Nikola Tesla travaillait pour la filiale européenne de la Continental Edison. Brillant et de renom aujourd'hui, reconnu à sa juste valeur, mais beaucoup moins en son temps, Nikola Tesla travaillait plus de 18 heures par jour pour Thomas Edison. Il est à l'origine de la création du moteur à induction, du courant alternatif et de la radio. Cependant, tout le crédit est revenu à celui qu'on considère comme son maître symbolique. Et Tesla était piètrement payé pour son travail. Tout au long de sa carrière, il aura subi les moqueries et les railleries de ses pairs, non seulement parce qu'il était un étranger en Amérique, mais aussi parce qu'il méprisait la gloire, l'argent et la reconnaissance. D'autres s'en sont chargés à sa place. Ne laissez jamais quelqu'un d'autre prendre le crédit de votre création. Tout le crédit doit vous revenir. Et surtout, gardez votre création secrète jusqu'à sa publication. Faites en sorte que ce soit les gens qui viennent à vous. Usez des appâts si nécessaire. Quand on force une personne à agir, on est maître de sa propre situation. Mieux vaut toujours emmener un adversaire à soi et lui faire abandonner ses plans plutôt que l'inverse. Au congrès de Vienne en 1814, suite au déclin et au partage de l'empire de Napoléon, toute la ville de Vienne se réjouissait et la fête battait à son plein. Cependant, l'ombre de Napoléon Bonaparte planait dans toutes les discussions. En effet, au lieu d'avoir été exécuté ou être envoyé à l'autre bout du monde après sa défaite, il a seulement été déporté sur l'île d'Elbe, tout près de la côte italienne, donc tout près de ses anciens alliés.
Même prisonnier, il les effrayait encore. Les Autrichiens avaient projeté de le faire assassiner là-bas, mais décidèrent que c'était trop risqué. Alexandre Ier de Russie, qui n'en était pas à un scandale près, menaça de tout faire pour le faire relâcher. Au milieu de toute cette agitation, un homme demeurait calme. L'ancien ministre des Affaires de Napoléon, Talleyrand. Île d'Elbe. Pendant ce temps-là, Napoléon, humilié en exil, ne fait que ruminer sur sa gloire passée. En qualité de roi de l'île d'Elbe, lopin de terre sur lequel il domine et est emprisonné, Napoléon règne sur un tas de ruines. Il dispose tout de même de quelques domestiques et de quelques courtisans, disposés à espionner pour lui et lui rendre sa gloire passée. Le 26 février 1815 au matin, une flotte de 900 hommes débarque sur l'île d'Elbe, embarque Napoléon et prend le large. C'est une évasion qui a lieu en plein jour et sous le regard médusé de l'armée britannique. C'était une évasion presque injouable, mais Napoléon avait réalisé ce jour-là l'impossible. Très vite, la nouvelle fit trembler l'Europe et tous ses représentants réunis à Vienne. Alors qu'il aurait été plus sûr pour Napoléon de quitter l'Europe, non content de son évasion, il provoqua la surprise en marchant sur Paris avec quelques troupes pour reconquérir le trône. Napoléon Bonaparte était de retour, et tout le peuple parisien l'accueillit comme le leader qu'ils attendaient. Cependant, un homme en coulisses tirait les ficelles et avait prédit tout ce qui s'y passerait dans les mois suivants. Napoléon était revenu sur le trône, certes, mais dans le cadre d'une France en faillite. Les caisses pratiquement vides, et cela il n'y pouvait absolument rien. À la bataille de Waterloo de 1815, Napoléon Bonaparte est définitivement vaincu. Ses ennemis ont cette fois retenu la leçon. Il est exilé sur une île lointaine du nom de Sainte-Hélène, sur la côte ouest de l'Afrique. De là-bas, Napoléon Bonaparte n'a plus aucun espoir de s'enfuir. Sur cette même île, qu'il donnera son dernier souffle, dans l'indifférence la plus totale. Tout cela était une conspiration, et elle a été menée par un seul homme, Talleyrand, avec la complicité du ministre des Affaires étrangères de l'Angleterre et de l'Autriche. L'objectif principal était d'éloigner définitivement Napoléon du territoire français, et c'est ce qu'ils firent. Le plan était parfait, et cette loi ne souffre d'aucune contradiction. Apprenez à garder les gens dépendants de vous. Pour garder votre indépendance, vous devez faire en sorte que l'on ne puisse plus se passer de vous. Plus on compte sur vous et plus vous êtes libre. Faites en sorte qu'ils n'en savent jamais assez pour se débrouiller seuls. Assurez-vous d'être le garant de leur bonheur et de leur prospérité, et vous n'aurez plus rien à craindre pour votre pouvoir. Cette loi est évidemment puissante, mais un contre-coup évident est la codépendance. Et beaucoup d'hommes de pouvoir en ont fait les frais. En 1442, dans l'Italie de la Renaissance, le comte de Carmagnola était l'un des plus puissants condottieri que le pays n'ait jamais connu. Les condottieri sont à cette époque des chefs mercenaires italiens, dont la mission est de fournir des soldats, du matériel et un commandement aux armées italiennes. Les contrats qui les lient à des gouvernances sont soit définis à l'avance par des durées déterminées, ou sont destinés à assurer une protection en temps de paix. Un soir de la même année où la cité de Venise était engagée à l'époque dans une interminable guerre contre la Florence, le comte de Carmagnola fut convoqué, salué au départ par la foule par toutes sortes d'honneurs et convié à un dîner avec le doge Francesco Foscari, chef élu de l'ancienne République de Venise. Mais au lieu d'être emmené à son palais, il remarqua que la garde qui l'escortait lui faisait prendre une direction opposée. En traversant le fameux pont des Soupirs de Venise, il réalisa soudain qu'on l'emmenait au donjon. On l'accusa la même nuit d'un fait quelconque passable de la peine de mort. Le jour suivant, devant une foule horrifiée qui ne comprenait pas, il fut décapité à la place Saint-Marc. La vérité est que le comte de Carmagnola était un héros national, mais l'État vénitien lui était tellement redevable qu'aucune somme d'argent n'aurait pu racheter ça. Carmagnola devenait trop cher, et le problème principal est qu'il était remplaçable par de plus jeunes personnes, surtout moins exigeantes. Il valait mieux donc se débarrasser de lui. Tel est le sort de tous ceux qui ne se rendent pas indispensables à leur cause. Utilisez l'honnêteté sélective et la générosité pour désarmer votre victime. Un cadeau offert au bon moment est un cheval de Troie qui fait baisser la garde au plus soupçonné des êtres humains. Soyez toujours honnête à bon escient en attendant de trouver le talon d'Achille de votre adversaire. Un après-midi de 1926, en pleine période de prohibition dans la ville de Chicago, un mystérieux homme rendit visite au gangster Al Capone dans son quartier général. Il se présenta comme le comte Victor Lustig et promit à Al Capone que s'il lui remettait 50 000 $, il pourrait lui en rendre le double en un temps record. Cette somme était une bagatelle pour Al Capone, et n'ayant rien à perdre, il accepta d'accéder à sa requête. 2 mois plus tard, Lustig retourna à Chicago et fit la confession à Al Capone qu'il avait échoué dans sa mission. Al Capone se leva lentement furieux contre Lustig, songeant déjà à où il allait jeter son cadavre. Mais à la surprise générale, Lustig rendit les 50 000 $ qui représentaient la mise de base de Al Capone. Déconcerté par tant d'honnêteté, le chef de la pègre, dans un élan de générosité, décida de lui passer 5 000 $. 5 000 $, c'était l'objectif de l'escroc Victor von Lustig, et il l'avait atteint. Al Capone était un homme intelligent, il savait qu'il avait affaire à un escroc, mais jamais, au grand jamais, n'aurait pensé qu'il reverrait son argent. Tel a été l'effet de surprise qui initia la supercherie. Poser comme un ami de façade et travailler comme un espion. Tout savoir de son rival est indispensable. Dans les réunions mondaines et autres rassemblements importants, ouvrez l'œil et prêtez l'oreille.
Vous prendrez un avantage inestimable en postant des espions ou en devenant un espion vous-même par des questions et des stratégies indirectes. Voici 2 astuces puissantes pour devenir un espion hors pair. Faites courir des fausses mauvaises nouvelles pour voir les réactions et les vrais visages de vos ennemis. Qui se réjouit de la nouvelle et qui en est triste. Contredire avec insistance vos interlocuteurs jusqu'à ce qu'ils perdent leur sang-froid et montrent leur vraie hostilité à votre égard. Attendez-vous aussi à être espionné. Mentez et désinformez autant que possible. Cependant, avoir des espions présente un désavantage. Vous pourrez certes découvrir les secrets et les désirs les plus profonds de vos ennemis. Vous pourrez aussi risquer d'être trahi par vos propres espions. Écrasez complètement l'ennemi. S'il subsiste ne serait-ce qu'une faible braise de votre adversaire, le feu reprendra. Vous avez beaucoup plus à perdre en faisant preuve de clémence qu'en éliminant complètement l'ennemi. Ce dernier s'en remettrait et chercherait alors à se venger. Écrasez-le non seulement physiquement mais aussi psychologiquement. Afin d'éviter toute censure de la vidéo, je vous laisse faire vos propres recherches sur cette loi. Vous démerdez. Interprétez cette loi comme vous le voulez et assumez-en la responsabilité. Mais sachez qu'en toutes circonstances, vous pouvez aussi laisser s'autodétruire vos adversaires d'eux-mêmes. Renouvelez-vous toujours et changez de peau. N'incarnez jamais les clichés que la société vous a imposés. Forgez-vous régulièrement une nouvelle identité qui exige l'attention et n'ennuie jamais l'auditoire. Soyez maître de votre image, ne laissez jamais les autres la définir pour vous. En moins 49 avant Jésus-Christ, Rome est au bord de la guerre civile et 2 rivaux s'apprêtent à s'affronter, l'empereur Julius César et le consul de Pompée. César, pendant cette année-là, tint un discours qui allait provoquer un véritable conflit entre les 2 hommes de pouvoir. Mais ce qui a convaincu ce jour-là n'était pas tant les mots, mais la théâtralité du discours. Tout le règne de l'empereur n'a été basé que sur cette théâtralité. Sur le champ de bataille, Julius César jouait une partition décisive, par la passion qu'il démontrait au combat. Une fois la paix établie dans la cité de Rome, Pompéi vaincu, il instaura jeux de cirque, combats de gladiateurs et beaucoup de pièces de théâtre furent jouées dans les quartiers. Il se renouvelait sans cesse pour divertir le peuple, d'où la fameuse expression « panem et circenses », du pain et des jeux. Mais ces événements étaient plus qu'une manière de divertir le peuple. Il était un véritable instrument de pouvoir pour améliorer la grandeur de Julius César. Ce dernier était tout autant admiré que haï et craint, et même dans sa mort, il a été spectaculaire. Gardez toujours les mains propres. Soyez toujours un monstre d'exemplarité, d'honnêteté, au moins en façade. Utilisez les autres comme des boucs émissaires et chargez-les de tirer les marrons du feu à votre place. En l'an 1500, César Borgia, maître au jeu du pouvoir et de la manipulation, s'empare de la région de Romagne, équivalent à la ville de Bologne et de Parme actuelle en Italie. Pendant plusieurs années, il avait tenté par les armes de prendre le contrôle d'une grande partie de cette région, au nom de son saint-père, le pape Alexandre VI. Sans police ni pouvoir pour organiser la région qui allait sombrer dans le chaos, César Borgia nomme lieutenant général de la région un certain Ramiro de Orco. Considéré par Nicolas Machiavel lui-même comme un homme cruel et vigoureux, César Borgia lui donna les pleins pouvoirs et pendant 2 ans, un règne de chaos et de répression brutale s'en suivit, au point que la population commença petit à petit à montrer ressentiment et haine envers le pouvoir central. Et c'était sans compter sur le machiavélisme de César Borgia. Voilà ce qu'il se passa ensuite. 22 décembre 1502, César Borgia monte sur la région administrée par le tyran qu'il avait lui-même placé au pouvoir et le fit emprisonner. Le lendemain de la fête de Noël, les habitants de la ville se réveillèrent devant un étrange spectacle. La place de Cesena avait en son centre le capité d'Orco, habillé de riches vêtements et d'une cape pourpre, tête plantée sur un pic. La hache et le bilot du bourreau posaient à côté de lui. La férocité de cette scène décrite par Machiavel laissa le peuple à la fois stupéfait et calmé de ses idées de rébellion. Créer un mouvement semblable à un culte, en jouant sur les besoins des gens de croire en quelque chose. Ce passage du livre est assez sordide pour la simple et bonne raison que Robert Greene donne les étapes détaillées de la construction d'une secte. Je sais pas si vous vous imaginez, que je vous dévoilerai évidemment pas ici pour des raisons évidentes. Cette loi, bien sûr, un a contrario, c'est la prison. Les conséquences d'ouvrir un mouvement sectaire a des conséquences qui tombent sous le coup de la loi. Contrôlez toutes les options. Emmenez les autres à jouer uniquement avec les cartes que vous avez vous-même posées sur la table. Les meilleures supercheries sont celles qui semblent laisser le choix à la victime. Elle a l'impression qu'elle maîtrise la situation, alors qu'elle n'est qu'une marionnette entre vos mains. Proposez des alternatives qui joueront en votre faveur, quelle que soit l'issue. Forcez les gens à devoir trancher entre 2 choix qui servent tous les 2 vos intérêts, de manière à ce que la victime ait l'impression d'avoir choisi son propre sort. Trouvez le talon d'Achille de chaque homme. Cette loi est la dernière de la catégorie des plus dangereuses et controversées. Soyez-y bien attentifs. Vous l'aurez donc compris, tout le monde dans ce bas monde a un point faible, une fissure dans le rempart de sa personnalité.
Quelle que soit cette faiblesse, c'est un talon d'Achille sur lequel vous pourrez agir à votre avantage lorsque vous l'aurez découvert. Tout le monde porte des masques pour ériger des défenses psychologiques, mais au fond de nous, nous aimerions tous pouvoir baisser la garde. La plupart de nos faiblesses ont leurs racines et leurs sources dans notre enfance qui se situent sur un spectre entre les traumatismes graves et le fait d'avoir été trop gâté. Le vrai pouvoir agit parfois en coulisses. Gagnez les faveurs de ces gens qui tiennent les ficelles du pouvoir dans l'ombre de votre adversaire et vous aurez une influence directe sur lui. Ce sera alors le signal que vous avez touché au bon endroit. La crainte, la terreur, la luxure et les vices peuvent être de puissants moteurs chez vos adversaires. Contrôlez-les à leur place ou poussez-les à y céder et vous remporterez la partie. Ces lois étant extrêmement dangereuses pour tout équilibre mental, voici donc finalement les 16 lois qui vous sauveront, parmi les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Dissimulez vos intentions. En ne révélant jamais le but précis qui se cache derrière vos actions, gardez un certain mystère, une certaine pudeur quant à vos projets. Lorsqu'ils seront mûrs pour être révélés, il sera trop tard pour les mal intentionnés de vous nuire, car la machine sera déjà en route. Dites-en toujours moins que nécessaire. Maîtriser le silence est une des lois clés et les plus fondamentales pour accéder au pouvoir. Se laisser aller à parler plus que nécessaire vous mènera malheureusement à avoir l'air plus banal et peut-être même moins maître de vous-même. Moins vous en dites, plus vous vous garderez de dire des bêtises ou des choses déplacées, voire compromettantes à votre égard. Remportez la victoire par vos actes et non par vos arguments. Remporter un débat après avoir levé le ton n'est pas une véritable victoire, car vous pouvez obtenir en retour le ressentiment et la rancœur de vos interlocuteurs. Vous gagnerez davantage en pouvoir en démontrant sans parole et à travers vos actes la justesse de votre vision des choses. Ne prenez pas parti, et au contraire, soyez vous-même votre propre et unique cause. Se cantonner à une seule étiquette, un seul groupe, est le meilleur moyen de perdre votre liberté personnelle. Vous serez davantage capable de dresser les foules et de rassembler des gens à votre cause en étant votre propre maître. Apprenez à perdre. Transformez vos faiblesses en pouvoir. Quand vous n'avez plus la main sur une situation, vous y accrocher n'a plus aucun intérêt. Lâchez prise à temps avant que les conséquences de votre obstination ne deviennent trop graves pour être rattrapées. C'est aussi une occasion de ne pas donner prise aux personnes mal intentionnées et qui pourraient abuser de vos difficultés une fois le fait accompli. Concentrez vos forces. En concentrant tous vos efforts et votre énergie sur un seul et unique filon, vous garantissez une victoire certaine. Apprenez à choisir un seul objectif à la fois et apprenez à choisir celui qui vous apportera le plus de ressources à l'instant T. Et peu de choses pourront se dresser à travers votre route. Entrez dans l'action avec audace. Passer à l'action alors que l'on n'est pas sûr de soi pourrait faire en sorte d'entraver votre jugement. Alors dans ces situations, mieux vaut faire preuve d'audace. Car une erreur commise par excès de cette dernière sera toujours pardonnée et rectifiée grâce à davantage d'audace encore. Suivez un plan précis jusqu'au but final. Prévoyez toutes les étapes qui mènent à un objectif en tenant compte de leurs éventuelles conséquences, les obstacles qui risquent de surgir et les revers de fortune qui pourraient anéantir vos efforts. En planifiant vos actions jusqu'au bout de A à Z, vous ne serez pas pris au dépourvu et en route vers le dénouement heureux de votre entreprise. Maîtrisez l'art du timing. Toute précipitation trahit un manque de sang-froid. Ainsi, ne jamais se presser dans l'action traduit une saine patience et que toute chose a son heure. Attendez le bon moment. Flairez l'air du temps et les tendances que votre intuition vous indique vous porteront au pouvoir. Se laisser obséder par un problème insignifiant ne fait que lui donner de l'importance. De même que prêter attention à un ennemi le renforce. Si ce que vous désirez est hors de votre portée, alors ne vous en préoccupez pas. Plus vous lâcherez prise dessus, plus vous prendrez l'ascendant psychologique. Pensez librement mais comportez-vous comme les autres. Afficher trop d'opinions à contre-courant et anticonformistes peut perturber trop facilement notre entourage. Ainsi, il convient de faire preuve de discrétion et de ne partager ses idées qu'avec des amis tolérants qui apprécient votre originalité. Ne succédez à personne. La première personne à concevoir un concept paraît plus souvent éclatante et plus originale que la personne qui lui succède. Succéder à une personne de pouvoir, que ce soit un proche ou un collaborateur, impliquera alors pour vous d'adopter une identité radicalement différente et de briller d'une manière différente. À vous d'écrire votre propre page de l'histoire sans être dans l'ombre de votre prédécesseur. Appelez au changement mais pas à la révolution. Trop d'innovations simultanées traumatisent et conduisent à trop de contradictions de la part de votre entourage. Si vous accédez à un poste de pouvoir, montrez que vous respectez les mœurs, changez les choses petit à petit et vous n'en serez que plus respecté. N'allez pas au-delà de l'objectif que vous avez visé. Dans la victoire, apprenez à vous arrêter. Le moment de la victoire est toujours un moment risqué. L'euphorie et la réussite vous donneront systématiquement envie de vous dépasser davantage et de décrocher la lune. Mais rien ne remplace une bonne planification solide et une stratégie bien rodée. Fixez-vous un but et lorsque vous l'aurez atteint, arrêtez-vous. Et enfin, acceptez l'informe.
En suivant un projet via un plan gravé dans le marbre, vous vous rendez parfois plus vulnérable qu'en étant insaisissable comme l'eau. Acceptez que rien n'est certain ni permanent, et qu'aucune loi du pouvoir n'est immuable. La meilleure façon de vous protéger est d'être plus fluide que le courant d'une rivière. Ne comptez jamais sur la stabilité ni sur l'immobilité. Tout change, et le pouvoir de transformer les choses n'est écrit dans aucun livre. Il ne revient qu'à vous.